dimanche 15 février 2025. Précisément 16 heures, passé de 45 minutes à Kinshasa, 1 heure de moins en temps universel. Bienvenue, madame, messieurs. Cette émission commence déjà maintenant et aujourd'hui. Nous sommes, aujourd'hui c'est dimanche, hein? On a donc tout le temps la carte week-end, mais c'est la fin du week-end. Alors, comme nous vous avons promis hier vous avez compris sûrement, il s'est excusé et il m'a aussi demandé, il m'a chargé de présenter toutes les excuses hier. On l'a longuement entendu, mais il n'était pas venu. Alors, comme un bon fils, un bon digne fils du pays, c'est ce que j'allais dire, il s'est donc racheté. Aujourd'hui, nous l'avons sur ces plateaux. Je peux dire 2 ou 3 mois après beaucoup de déplacements et de sorties dans le pays, il va aussi nous en parler sûrement. Il est sur ces plateaux, il s'appelle, comme vous le savez l'habitude, dès l'émission Tribune du Savoir, Alain Mukuna Mwembi. Lui, il est cadre de l'UDPS, membre du corps scientifique de l'UDPS. D'ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, le 15 février, chaque 15 février, l'UDPS célèbre la nativité, bienvenue, monsieur Alain Mukuna Mwembi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je rappelle que nous sommes en 2026. Vous avez parlé de 2025. Nous sommes en 2026 et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est le 44e anniversaire de création de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a fait suite, cette naissance, cette création faisait suite à la fameuse lettre connue mondialement, la fameuse lettre des 13 parlementaires, dit lettre de 52 pages, et vous connaissez l'histoire, on ne va pas y revenir, mais je voudrais simplement à l'occasion rappeler à tous les combattants, à tous ceux qui sont passés par l'UDPS et qui sont peut-être allés pour une raison ou une autre dans d'autres partis politiques, rappeler la devise de l'UDPS, rappeler la vision, les objectifs premiers de l'UDPS, faire de ce pays un pays de la démocratie, où règne la démocratie, un pays où le droit règne, où le droit traîne, où le droit est au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est fondamental de le rappeler. C'est ça notre combat. Nous nous sommes battus pour l'unité du pays. Voilà pourquoi nous continuons à nous battre pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je souhaiterais que vous puissiez placer aussi un mot à ceux qui sont déjà partis, mais qui ont lutté, qui se sont battus vraiment pour l'UDPS. Non, mais vous savez, notre mentor, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, a eu à parler dans le passé, pour ceux qui s'en souviennent, il a parlé du bal de chauve. Il y a d'autres qui, chemin faisant, se sont fatigués en chemin parce que la lutte était ardue, la lutte était difficile, parce qu'on était matraqués, beaucoup étaient battus. Moi, j'ai vu plusieurs combattants de ma sous-cellule, la sous-cellule numéro 13 à l'époque, à Debonhomme, alors que les choses étaient en train de chauffer sous la dictature du maréchal Mobutu Sese Seko. Nous avons vu beaucoup de combattants partir, certains d'entre nous être tués. Donc, on s'en souvient encore, mais il fallait tenir, il fallait résister. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes en train, on peut dire, entre guillemets, savourer les fruits de notre combat, mais nous ne nous sommes pas battus pour la jouissance, nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous nous sommes battus pour améliorer le social du peuple congolais. Voilà pourquoi vous vous souviendrez, avant les élections de 2011, le mot clé, notre cheval de bataille, c'était quoi? Le peuple d'abord. C'est ça notre vision, le peuple d'abord. D'ailleurs, c'est sur ça, le peuple d'abord, qu'on demande si on peut vous reconnaître encore l'UDPS. Ici, vous avez dit, je ne savais même pas, 44e anniversaire. 44e anniversaire. Et donc, l'UDPS aujourd'hui, est-ce que l'UDPS est fier de ce combat du peuple d'abord? Est-ce que vous pouvez en être fier? Non, mais voilà pourquoi je vous ai dit que c'était notre vision, notre objectif. Nous sommes en train d'y aller. Peut-être qu'on n'a pas atteint l'objectif parce qu'il y a plusieurs difficultés en chemin. Je ne voudrais pas, nous sommes au pouvoir, non pas, nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pour nous justifier. Nous sommes arrivés au pouvoir pour exercer le pouvoir, l'exercer pleinement. Mais vous savez, la démocratie a ses réalités, la démocratie a ses règles. N'ayant pas eu la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons été obligés, contraints de composer avec d'autres partis politiques. Certains ont emboîté notre vision, d'autres non. Vous vous souviendrez par exemple du cas de FCC Cash à l'époque, lors du premier mandat. Ça n'a pas été facile. Nous étions en train de vouloir avancer en décrétant par exemple la gratuité de l'enseignement au niveau des établissements publics. Mais les autres n'y croyant pas, alors que c'était constitutionnel. Alors que c'est dans la constitution du 18 février 2006
qu'eux-mêmes ont défendu, mais ils se sont opposés à ça. C'est pour dire que c'est un combat parce qu'il y a des obstacles, il y a des entraves, il y a d'autres Congolais que certains appellent de mauvaises, qui s'opposent. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour nous. Nous avons l'obligation d'atteindre cet objectif, le peuple d'abord. Alors, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais pour mettre fin à ce chapitre, aujourd'hui, l'UDPS a déjà fait 5 ans au pouvoir, mais il a renouvelé. Il lui en reste encore pour le deuxième mandat 2 ou 3 ans. Est-ce que si vous regardez le combat de l'UDPS pendant près de 37 ans, aujourd'hui il a totalisé 44e anniversaire. Quand vous regardez les 5 ans du mandat du chef de l'État, donc de l'UDPS au pouvoir, et aujourd'hui nous tendons vers la 10e année, donc le deuxième mandat, est-ce que l'UDPS a géré au regard proportionnellement à sa lutte de 37 ans? Vous pensez que c'est compatible ou il y a eu quelque part une certaine incompatibilité? Donc, incompatibilité, non, parce que la vision reste. On ne peut pas s'éloigner de cette vision. La vision reste union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social, c'est ce qu'on appelle le peuple d'abord, le progrès social. Donc, il y a des choses qui sont déjà réalisées. Je vous dis que pendant le premier mandat du président de la République, pour essayer de faciliter la tâche à plusieurs familles démunies, il est rapidement allé attaquer le mal, le taureau par le corps, en décrétant la gratuité de l'enseignement. C'est pour dire que nous ne sommes pas écartés, mais est-ce que nous avons agi fidèlement à notre ligne de conduite? Comme je vous l'ai dit, il y a les pères fondateurs qui avaient une vision reste une vision. Il peut y avoir des écarts par rapport à la vision initiale, par rapport à ce que nous voulons, mais nous travaillons de sorte que nous puissions rester fidèles à la vision des pères fondateurs, vision qui nous ont transmise comme on fait la course de relais. Nous y sommes, nous y travaillons, et je crois que si vous avez vu le président de la République effectuer de nombreux voyages à l'étranger, c'était pour rester toujours dans cette vision, parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier, quand nous regardons la situation à l'époque de Mobutu, au moment où nous avons créé l'UDPS, et par rapport à la situation, au contexte que le prédécesseur du président Félix Antoine Tshisekedi nous a laissé, la situation n'était pas la même. La situation s'est totalement dégradée. Et là, nous sommes en train de rebâtir sur d'anciennes ruines. Donc, voilà la situation qui est importante à noter. Nous sommes en train de rebâtir, pas seulement de rebâtir, de reconstruire et de construire sur d'anciennes ruines. Donc, ça, c'est un travail très important. Je sais que vous êtes un croyant fondamental, vous prêchez la parole de Dieu. Quand vous parlez de l'histoire d'Israël, vous vous souviendrez à un moment donné, tout a été complètement en ruine, à tel point que ceux qui se sont levés pour commencer à bâtir, on s'est moqué d'eux. Donc, si les gens se moquent encore de nous, je vous renvoie à l'histoire biblique pour que vous compreniez que même si les gens se moquent de nous, nous sommes déterminés de bâtir et nous irons de l'avant. Peut-être pour terminer ce chapitre, c'est que je peux rappeler, surtout aux députés, parce que l'histoire de l'UDPS commence quelque part avec cela qu'on appelait à l'époque les commissaires du peuple. Moi, je me souviens en 1977, avant ces fameuses élections dont on parle tant, qui ont été finalement les élections qui ont lancé véritablement dans la démocratie dans notre pays, le contrôle parlementaire. J'avais 8 ans, si je m'en souviens bien, à Lubumbashi. Ah bon? Et je me souviendrai toujours de ces voix. Ces voix résonnent encore dans mes oreilles. À l'époque, Frédéric Kibasa, qui battait campagne, on disait toujours « Votez, Kibasa, Kibasa, Malib ». C'est resté en moi. J'étais jeune encore à 8 ans. J'avais 8 ans en 77. Mais pour une petite curiosité, vous avez adhéré à l'UDPS? Non. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Mais ça signifie que j'ai adhéré à l'UDPS déjà en 1989. Lorsque le maréchal Mobutu a démocratisé son système, dès qu'il a proclamé la démocratisation du système, moi j'ai adhéré directement. Mais déjà, quand j'étais au secondaire, nous avions dans le cours de Histoire, Géographie, Actualité, un professeur qui est déjà décédé, à qui je rends hommage, le professeur Sabiene. Et il nous parlait des histoires de l'UDPS. Il nous en parlait déjà à l'époque. Ça signifie que déjà très jeune, nous avions commencé à adhérer, à comprendre, à prendre connaissance du combat de l'UDPS. Donc ça nous a préparés jusqu'à aujourd'hui. Nous y sommes. Donc je me souviens toujours, il y avait ces élections, ces fameuses élections, qui ont donné cours à
un parlement qui a voulu vivre la démocratie, évidemment, au sein d'un père parti État, en faisant le contrôle parlementaire, mais un véritable contrôle parlementaire. Et c'est ça qui a fait qu'on a voulu les étouffer dans l'œuf. Et leur combat, ils ont résisté jusqu'à créer l'UDP. C'est important. Donc, nous voulons rappeler ce combat aux parlementaires d'aujourd'hui, que si vous êtes là, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Le peuple vous a confié un mandat. Le peuple vous a confié une mission. Restez conforme à la mission du peuple de contrôler, d'effectuer le contrôle parlementaire. Très bien. Sans passion, sans état d'âme, sans complaisance. Voilà ce que nous attendons de vous. C'est pour ça que les pères fondateurs se sont battus. Voilà. Qu'on arrête la complaisance, qu'on travaille sérieusement. S'il faut frapper ceux qui tape à côté, il faut le faire. Il est temps qu'on arrête la complaisance. Cette complaisance est en train de nous tuer, voilà, nous, peuple congolais, alors que nous sommes un peuple appelé à la grandeur. Exactement, très bien. Merci beaucoup d'avoir parlé parce qu'il était important, parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, 15 février, justement 44e anniversaire de l'UDPS. Mais hier, c'était le 14 février. Vous pouvez placer un mot au sujet de la Saint-Valentin, hier? Bon, pas grand-chose à dire, hein. Bon, la Saint-Valentin, il faut la vivre au quotidien, du moins pour ceux qui sont autorisés, qui vivent en amoureux. Ah, il y a ceux qui sont autorisés? Mais oui, parce qu'il y a d'autres qui vivent dans le copinage, il y en a d'autres qui vivent dans l'illégalité. Donc c'est ça qu'on peut dire, que les véritables amoureux, ceux qui s'aiment, ils doivent vivre leur amour au quotidien, mais il n'y a pas un jour décrété pour vivre l'amour, c'est au quotidien que ça doit se vivre. De la même manière, le mariage entre le pouvoir et le peuple, qui peut être semblable un peu à un mariage, que ce mariage soit teinté d'amour tout le temps. Ça ne doit pas être une histoire du 14 février. Notre combat, c'est un combat de tous les jours. Heureusement, peut-être que c'est une coïncidence, le 14, le 15, le mois de février a été bien choisi pour la création de l'UDPS, afin d'harmoniser l'amour entre le pouvoir et les gouverner. Donc ça, c'est plus important à dire. Voilà. Mais le reste, il appartient à chacun de s'habiller comme il veut, d'offrir les fleurs. Moi, je suis d'accord avec les Norvégiens qui disent: offre-moi les fleurs pendant que je suis vivant. Donc moi, je ne me lasse pas de venir aux émissions. C'est ma manière d'offrir mes fleurs à John Kanono. Également. Donc si nous étions considérés un peu comme un couple idyllique, au jour d'aujourd'hui, j'ai répondu pour offrir les fleurs pendant que vous êtes vivant. Voilà. Ne pas attendre seulement quand Kanono sera dans un cercueil. Donc offrons-nous des vivres, voilà, comme les Kinois aiment dire, aimons-nous vivants. Très bien. Aimons-nous vivants, ça c'est ce qui est très important. J'ai beaucoup apprécié votre point de vue à ces sujets. Alors parlons maintenant de votre rareté à Kinshasa. Les téléspectateurs vous ont vraiment demandé, mais où étiez-vous et qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Oh, eh bien, je dois dire que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'occupations. D'abord, depuis pratiquement le mois de septembre, octobre, il y avait beaucoup de voyages en vue. Mais tout ça, comme on le dit, c'est toujours pour accroître nos connaissances. Au mois d'octobre, je crois l'avoir déjà dit dans une émission précédente, je suis allé suivre une formation à Marrakech. Formation dans le cadre de passation des marchés, mais c'était une formation d'accréditation pour devenir manager spécialiste en passation des marchés publics. Ah bon? Oui. Okay. Donc ça, c'était au mois d'octobre. J'ai suivi cette formation au mois d'octobre à Marrakech. Après Marrakech, il y a eu d'autres voyages, des vacances à la fin de l'année. Et puis, dernièrement, je suis allé en mission de service à Paris, en France. Et tout ça, c'est dans le cadre de notre combat de l'UDPS. Même dans le cadre de notre profession, nous continuons à travailler. Nous sommes allés, évidemment, pour faire l'évaluation d'un contrat d'acquisition de 301 ponts métalliques modulaires acquis par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je dis que jusque-là, nous restons tout droit. Là, je ne parle pas tout droit comme un peu JB. Elle dit tout droit caca. Même le gouvernement de la République, il va tout droit caca pour dire que le gouvernement s'est engagé à rebâtir, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, sur d'anciennes ruines. C'est qu'il y a plusieurs cours d'eau en République démocratique du Congo. Si vous connaissez, vous vous souvenez encore de la géographie de la RDC, beaucoup de cours d'eau sur lesquels les routes passent et il faut jeter des ponts. Très bien. Le gouvernement actuel a eu un programme ambitieux d'acquérir 305 ponts. Et là, nous sommes dans le 3e contrat de 201 ponts. Nous sommes allés faire une évaluation avec le titulaire du marché. Nous avons vu ce qui est déjà livré, ce qui reste à livrer. Et
comment projeter l'avenir. Donc voilà un peu les choses qui ont fait que pendant un bout de temps, j'étais absent. En dehors de ça, il y avait des formations que moi-même j'anime sous l'autorité des régulations des marchés publics, des formations en marché public dans plusieurs secteurs, à la CGT, au secrétariat général du ministère des Infrastructures que nous venons de terminer. Nous avons donné une formation également l'année passée, si ma mémoire est bonne, au mois de septembre, octobre, je crois, si je ne me trompe pas, au niveau de CEC. Ça signifie c'est le centre d'évaluation des substances précieuses, ainsi de suite. Donc, il y a eu tellement d'activités en dehors des activités politiques. Donc, beaucoup de choses à faire en même temps. Mais je n'ai pas oublié la chaîne, je n'ai pas oublié les téléspectateurs. Voilà pourquoi hier, ayant raté l'émission d'hier pour plusieurs raisons, vous savez qu'avant-hier, il y a eu une forte pluie, beaucoup de perturbations. Alors, j'ai tenu aujourd'hui à me racheter et pour le respect de nos téléspectateurs. Voilà, vraiment nous apprécions ce geste. Ça montre vraiment que vous avez l'intérêt de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, on en parle. Nous parlons des actualités politiques. Monsieur Alain Moukouna, il était important quand même d'essayer un peu de prendre l'élan pour que maintenant nous puissions très bien décoller. Alors, on va parler de cette grande actualité, Arnaud. On prend déjà le sujet du jour. Cette grande actualité où le président de la République était parti aux États-Unis d'Amérique sous l'invitation, il était arrivé aux USA sous l'invitation de Donald Trump. D'autres personnes disent que c'était pas Donald Trump, c'était juste le gouvernement américain. Mais comme pas de gouvernement américain, c'est un débat parfois, moi je pense qui ne tient pas. Mais disons, il a été invité par Washington et après, on l'a donné une place extrêmement importante de s'exprimer. Pas seulement s'exprimer, mais il a donné des mots forts. Je vous donne vraiment 10 minutes pour que vous puissiez vous étaler là et que vous puissiez présenter quels en étaient les avantages. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cet appel ou cette visite a quand même produit des fruits? Bon, monsieur le journaliste, monsieur John Kanono, j'aime bien, vous avez dit pour prendre l'envol, j'aime bien m'appuyer sur la Bible parce que nous sommes sur une chaîne chrétienne. Ouais. Pour que ceux qui nous suivent, qu'ils soient chrétiens ou pas, parce que les téléspectateurs n'ont pas de couleur, n'ont pas de religion. Absolument. Par rapport à mais c'est nous, ce qui est surtout important, c'est ce que nous sommes en train de communiquer. Vous savez, quand on parle du Père, on dit à sa droite, il y a Jésus-Christ. Donc, il occupe une position de faveur. Okay. Donc, il y a, si je peux dire, des accords stratégiques, hautement stratégiques entre le Père et le Fils. Le Fils à qui le Père a confié une mission de venir racheter les humains. Donc, le président de la République, et vous le savez, il y a plusieurs prophètes. Lui, il est le père de la nation, on le dit très clairement. Okay. Lui aussi, Dieu lui a confié la mission de venir racheter les Congolais. Parce que beaucoup de Congolais, vous vous souviendrez, je ne le dis pas par complaisance, je le dis avec tout le sérieux du monde, il y a eu des grands prophètes qui ont annoncé que le président Tshisekedi allait venir au pouvoir. Ah bon? Qui ont annoncé le retour même du président Donald Trump. Il y a un prophète togolais qui l'a dit bien avant les élections, okay, que ce soit aux États-Unis ou même ici. Il y a, je crois, le prophète Dukan, le Ghanéen, qui a dit que le président Félix Tshisekedi allait régner sur la République démocratique du Congo. Ah bon? Il allait y avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup d'adversités, mais qu'il allait triompher. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi des accords stratégiques entre notre Dieu et le président de la République. De la même manière qu'il y a eu des accords stratégiques entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Vous savez que depuis que le président Félix est arrivé, il a effectué beaucoup de voyages. C'était pour aller redonner la place de choix de la République démocratique du Congo, pour que la République démocratique du Congo ait une place déterminante, un peu comme le fils qui est à la droite du père. Okay. Vous savez, il y a des positions très stratégiques qui ne sont pas données à n'importe qui. Il y a une maman approchant le Seigneur Jésus-Christ qui dit que je voudrais qu'un de mes fils soit à ta droite, un autre soit à ta gauche. Et Jésus-Christ dit, occuper, oui, je les aime, tout ça c'est bien beau, mais quand tu as occupé la position soit à droite ou à ma gauche, c'est là il n'y a que le Père qui peut le faire. Donc la position stratégique que la République démocratique du Congo occupe, c'est d'abord une position stratégique qui vient de Dieu qui a créé toutes choses. Ah bon? Ensuite, il a fait que nous puissions trouver faveur auprès des Américains qui sont la plus grande puissance militaire économique du monde. Donc, que le président de la République ait occupé cette place de choix, cela vient de Dieu. Voilà. Ce n'est pas du hasard.
Donc, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour ceux qui sont croyants et ceux qui ne croient pas, n'est pas arrivé au hasard. Vous le savez, vous êtes croyants, que rien ne se fait au hasard dans ce monde. Dieu positionne des personnes spécifiques à une période spécifique pour qu'elles accomplissent aussi une mission spécifique, une mission bien déterminée. C'est ce que pour ceux qui ont des yeux qui voient beaucoup plus loin, donc, même les stratèges, ceux qui sont dans des missions prédictives, qui voient plus loin, ils ont déjà compris. Donc on peut dire même c'est spirituel. Je vous dis que c'est essentiellement spirituel. Très donc bien. cette position-là ne lui a pas été donnée par hasard. Vous savez, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a quelques années, parce que la guerre est là, ça dure depuis 30 ans, il était temps que cette guerre prenne fin. Et il y a quelqu'un qui a été choisi par le Dieu Tout-Puissant du point de vue de la spirituelle pour qu'il vienne mettre fin à cette guerre. Kagame, regardez un peu quelle a été la position de Kagame pendant très très longtemps. Quand on parlait de Davos, c'est toujours Kagame qui était reçu en pompe. Ici, sur le champ africain, lorsqu'il s'agissait des réunions de l'Union africaine, je vous rappelle même, je crois qu'une réunion au Kenya, si ma mémoire est bonne, où le président de la République était représenté par la première ministre, Kagame est arrivé après tout le monde. Quand il est arrivé, tout le monde se levait. Vous vous souvenez, ça avait même créé des polémiques. Pourquoi la première ministre s'est levée, vous vous souvenez? Ouais. Donc, c'est pour dire que Kagame avait beaucoup de considération, que ce soit à l'échelle continentale ou à l'échelle internationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui la tendance a basculé? La tendance a totalement basculé. À Davos, il n'était pas là. Oui. Donc c'est pour dire que maintenant le remplaçant, celui qui vient après Jean-Baptiste est déjà là. Donc Jean-Baptiste doit s'effacer. Même s'il nous a fait la guerre, contrairement à Jean-Baptiste, lui n'a pas voulu annoncer celui. Mais donc Jean-Baptiste, c'est Kagame. Kagame est en train de partir. Parce que celui qui devait être là est arrivé. À Davos, on l'éloigne. Même au breakfast prior, il n'était pas là. Et le président de la République, quand on parle du président de la République, ça signifie qu'il est le représentant de la République démocratique du Congo. Ça signifie que c'est la République démocratique du Congo qui est en train de monter en puissance, qui est en train de récupérer sa place de choix. Regardez sur la scène internationale, maintenant là, le président de la République a dit: partout où on parlera de la République démocratique du Congo, j'y serai. Parce qu'il faut que le Congo reprenne sa place. Hier encore, le Congo a été représenté par certains Rwandais. Mais aujourd'hui, c'est le Congo lui-même qui est présent. À sa propre place. Mais le Congo défend lui-même sa propre cause. Oui, mais le président Félix Tshisekedi prend même la parole, s'exprime dans cette Thanksgiving, donc dans ce moment des prières exceptionnel. On va dire, comment on peut définir ça? La force de la diplomatie, toujours. Mais ça signifie que la diplomatie, il y a des choses qui commencent d'abord du point de vue spirituel. La diplomatie, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit la Bible. Quand on parle de diplomatie, les gens ont l'impression que c'est une connaissance des humains. Tout ce que nous trouvons sur la terre a toujours une source hautement spirituelle. Donc, c'est Dieu qui nous a donné, Félix Antoine Tshisekedi, un homme suffisamment fort, parce que Dieu nous donne toujours des talents. Les talents de diplomatie se trouvent ancrés, innés en Félix Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi, du point de vue de la diplomatie, c'est pas comme David qui doit venir faire la guerre, tuer, verser le sang. C'est pas ça sa mission. Sa mission, c'est de venir racheter le peuple, rebâtir le Congo sans verser le sang. Donc c'est ça qui est surtout fondamental à retenir. Donc tout ça est hautement spirituel. Il est là, il doit aller prendre langue avec plusieurs présidents de la République, avec plusieurs institutions pour défendre la cause de la République démocratique du Congo, et il le fait suffisamment bien. Et après, quand il l'aura fait, nous autres, nous pourrons continuer, et je crois que la mission sera accomplie. Voilà pourquoi certains qui sont suffisamment éclairés disent que le président de la République n'a pas un mandat, il a une mission. Il a une mission. Il a une mission. Mais cette histoire-là, ça fait parler. Mais ça ne peut que faire parler. La naissance vous soutenez ça? Non, mais je vous dis, la naissance de Jésus-Christ a fait beaucoup parler. On a tué des enfants. Félix Tshisekedi n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas Jésus-Christ, je n'ai pas dit ça. Ouais. Mais j'ai dit que sa venue a fait beaucoup parler. Rien que les élections de Félix Tshisekedi, ça a fait jaser le monde entier. Les gens ont parlé dans tous les sens.
De la même manière que Jésus-Christ, ça je parle du point de vue spirituel, ça signifie que les personnalités spirituelles ayant des missions spécifiques, quand elles arrivent, ça signifie que c'est des royaumes entiers qui sont mobilisés. On a tué des enfants à l'époque de la naissance de Jésus-Christ. Il y a eu des transferts spirituels, on a vu des mages suivre des étoiles, donc il y a eu beaucoup de symboles, beaucoup de signes qui se sont manifestés parce que cela venait. Donc c'est pour dire que nous sommes sur un plateau hautement spirituel, au-delà de tout ce qu'on peut dire, sur une chaîne spirituelle. Voilà pourquoi je vous dis, tout ce que vous regardez, tout ce qui est en train de se faire, ayez aussi un œil spirituel, hautement spirituel, pour comprendre que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. De la même manière que Jésus-Christ, en venant, il a connu beaucoup d'obstacles à sa naissance. Et où est-ce qu'il est né? Il est né dans une étable. Mais quand même, ne comparez pas Félix Tshisekedi. Non, je ne compare pas. Le chef d'État. Mais c'est que je dis simplement... Lui, il a été élu pour un mandat de 5 ans et non pour une mission, M. Palais Moukouna. Vous risquez de faire fâcher les Congolais. Il n'a pas attendre ça surtout. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, mais il y a des choses qu'on comprend avec le temps. On le comprendra avec le temps. Donc si vous dites ça, vous insinuez que 2028, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi a continué. Moi, je n'ai rien dit. Je vous ai dit qu'il a simplement... Je voudrais appuyer ceux qui parlent de mission. Donc, quand on a un œil hautement spirituel, on comprend qu'il y a des gens qui viennent pour une mission spécifique. On peut prendre même dans le cadre de... Quand vous parlez d'Abraham Lincoln aux États-Unis, il n'est pas n'importe qui. Donc, vous parlez de George Washington. Donc, il y a des présidents qui passent un peu comme les autres, sans beaucoup d'impact, mais il y a des gens qui viennent avec une mission spécifique. Vous savez que la guerre a duré 30 ans. Et il fallait que quelqu'un vienne pour mettre fin à cette guerre. Il y a eu beaucoup de lamentations, beaucoup de pleurs. Combien de familles ne pleurent pas à l'Est? Si nous disons l'Est, je préfère dire combien de familles ne pleurent pas en République démocratique du Congo. Au-delà de la République démocratique du Congo, nous avons des frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde, un peu pour parler le langage biblique, on dirait dans la Cappadoce, qui sont à gauche, à droite. Exact. Et il y a des gens qui sont à l'étranger, qui ont des frères à l'Est. Nous, il y a des gens qui sont à Kinshasa, qui ont des frères à l'Est, des membres de famille, des amis, proches. Donc des proches qui sont en train de mourir. Il y a eu tellement de lamentations. Et Dieu, moi je le crois, a dit qu'il est temps qu'on mette fin. Celui qui était puissant, qui ressemblait un peu, comme on peut dire, il y avait le combat de David et qui est le géant de Goliath. Kagame, même s'il n'est pas très fort comme Goliath, mais Kagame, c'est le symbole de Goliath à qui le président de la République va mettre fin, mais avec quelques cailloux. Il ne va pas porter une armure, pas des armes, non, non. C'est avec la diplomatie qu'il est en train de le mettre KO. Vous voyez que la diplomatie semble un peu insignifiante, un peu comme les cailloux qui étaient dans le sac de David. Mais elle est agissante. Très agissante et va être très forte. Aujourd'hui, Kagame est en train de s'effacer. D'ailleurs, Kagame, si je vous rappelle, c'était cette semaine, Kagame commence à dire que vous commencez à prendre Félix Tshisekedi comme les bébés comme un enfant gâté. Comme un enfant gâté. Vous les prenez comme un chouchou international. Mais cette phrase-là aussi peut dire beaucoup de choses. Hein. Mais ça peut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Depuis que le président Félix Tshisekedi est là, vous savez qu'il y a des gens... Si je dis des choses, vous allez dire que je compare. Il y a des gens, on dit que telle était belle de figure, voilà pourquoi elle a été épousée. Vous connaissez bien l'histoire biblique. Oui. Donc il y a des gens aussi, de manière suffisamment bien éduquée. Il a été éduqué un peu comme Moïse dans la famille royale. Quand on regarde le président Félix Tshisekedi, il est né d'une famille aisée, il a de très bonnes manières, très appréciées, et il n'est pas très arrogant, un peu comme Kagame. Apprécié par beaucoup de présidents, apprécié par beaucoup de Congolais. Les gens lui font totalement confiance. Quand il parle avec responsabilité. Il parle avec amour, l'amour du Congo. Et je crois que nous sommes vraiment dans le bon chemin. Voilà pourquoi l'autre considère ses faveurs comme un enfant gâté, mais c'est ça, ce sont les faveurs divines. Cependant, peut-être ce sont les atouts, les facultés que possède le président de la République, comme Absolument. Vous le dites là. Alors, je vais vous laisser le temps de souffler juste un tout petit peu, peut-être prendre un peu d'eau pour qu'on prenne maintenant le deuxième sujet. C'est le sujet qui est lié au dialogue. Madame, messieurs, sur ce plateau, je vous rappelle que nous avons reçu monsieur Alain Moukouna Mouembi. Avec lui, on prend maintenant le deuxième virage. Aussi, ça, c'est vraiment un grand et un très grand sujet. Dialogue intercongolais, donc dialogue entre Congolais. La plupart des personnes estiment que, M. Alain Moukouna, le dialogue
devrait avoir lieu, comme certains d'entre vous le disent, devrait avoir lieu, mais pas avec ceux qui ont versé le sang. Alors, ou avec ceux qui ont touché les armes. Dialogue pas avec l'opposition armée. Mais maintenant, il y a aussi un problème qui se pose. Si ceux qui ont pris les armes ou qui ont touché les armes ne participeront pas au dialogue, est-ce que ce dialogue peut être appelé inclusif? Ça, c'est la première partie. Bon, merci beaucoup pour cette question qui préoccupe tout le monde. Ce que je dois dire, c'est que la République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais. Okay. Ça, c'est le principe. Ouais. Donc, les affaires de la République démocratique du Congo concernent tous les Congolais, mais les Congolais de bonne foi. En ce qui me concerne, quand on parle de dialogue global inclusif, j'ai dit absolument, je suis totalement d'accord avec ça. Le dialogue sera inclusif, global, il va inclure tout le monde. Et puis quand on dit inclure tout le monde, c'est toujours une manière imagée de parler. Parce que tous les Congolais, nous sommes, je ne sais pas, 110 millions, nous n'irons pas nous retrouver tous quelque part. Il y aura toujours des délégués, des représentants. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, moi je complète cette vision par une autre, que la justice devra être aussi totale, inclusive, de sorte que les gens n'échappent pas non plus à la justice. La République démocratique du Congo nous appartient à tous. S'il y a des gens qui ont commis des infractions coupables qui doivent passer par la justice, il faut que la justice s'applique aussi sans état d'âme, sans complaisance à ceux qui ont tué. Si vous avez pris les armes et que la loi impose que vous puissiez passer en justice, acceptez aussi d'aller en justice de la même manière que vous voulez inclure tout le monde dans le dialogue. Tout le monde doit aussi passer par la justice s'il le faut. Là, déjà, on écarte. Les choses sont très claires. On n'écarte personne au dialogue parce que le dialogue, c'est le dialogue entre Congolais et Dieu seul sait combien y a-t-il eu de dialogues. Mais ceux qui ont commis des crimes de guerre, des génocides, ils doivent aussi répondre à la justice. Il faut que les choses soient claires. Parce que les gens ne doivent pas croire, les gens ne doivent pas un seul instant penser que le dialogue est comme une blanchisserie où les gens ont tué, ils viennent là-bas, ils passent au travers de la blanchisserie, on laisse tout ce qu'ils ont commis comme gaffe, comme forfait, et ils deviennent subitement tout blancs et ils peuvent accéder au pouvoir, ils peuvent venir gérer les gens qu'ils ont massacrés hier. Donc, le dialogue, oui, ça se passe à Doha. Il y a eu des dialogues au niveau des États-Unis avec le Rwanda et ses représentants. Il y a eu des dialogues au niveau de l'Afrique, de l'Angola, au niveau du Kenya. Le dialogue, il est permanent. Quand les gens insistent trop sur un dialogue inclusif, c'est comme si le président de la République a fermé la porte. Le président de la République n'a jamais fermé la porte. Il a toujours dit que chez moi, le dialogue est permanent. Donc, on a commencé, il y a plusieurs mécanismes au niveau de Nairobi. Le gouvernement congolais dialoguait avec les groupes armés, mais il y a un groupe qui a voulu se soustraire parce qu'il avait les ambitions d'aller au-delà de ce que le pays permet, la démocratie. Ils ont voulu renverser le pouvoir légalement établi, mais c'est la loi, la justice qui va s'occuper de tous ces cas-là. Donc, dialogue global, inclusif. Les Congolais sont des savants, ils cherchent toujours des mots nouveaux, mais la justice devra être également globale, inclusive. Personne ne devrait échapper à la justice dès lors qu'il a commis des gaffes, il a commis des crimes, il a commis des génocides. Alors, ça doit être complètement commun. Si on peut partir de cette réflexion que vous venez aussi de présenter, qui aussi d'un côté n'est pas mauvais, hein, il faut le dire. Absolument, c'est ça la législation. Mais pourquoi, pour éviter les frustrations, ne pas demander à tout le monde de d'abord participer au dialogue? Lorsque tout le monde participera au dialogue, on met fin aux hostilités, on met fin à toute cette balkanisation qui est tant soit peu visiblement déjà remarquée. Maintenant, après, ceux qui doivent à la République peuvent maintenant venir se présenter devant la justice pour affronter la justice. Ne pensez-vous pas que cette procédure serait mieux? Où on se met d'accord, mais ceux qui ont des litiges avec la justice peuvent revenir après pour éviter les suspicions, pour éviter les écartements. Non, il n'y aura pas de suspicion. Le dialogue sera ouvert. Il y a encore des pourparlers préalables pour savoir qui va participer. Parce que jusque-là, on ne sait pas qui va participer au dialogue. Il faudra qu'on définisse un format bien clair. Il faut qu'on se dise dans quel pays il va se tenir, parce que
les institutions, le président de la République est d'avis qu'il faille tenir le dialogue ici au pays. Ça s'est passé plusieurs fois. Il y a la conférence nationale souveraine qui s'est tenue ici en République démocratique du Congo, convoquée par le président de l'époque encore en fonction, respectant les institutions. Il n'y a rien. Moi, je ne peux pas comprendre que des Congolais soient toujours des valets des autres. Il y a un gouvernement qui est établi. Ça, c'est incontestable. Il y a un parlement il y a des institutions qui existent. Parce que la justice, on ne va pas créer une nouvelle justice. Il n'y aura pas de nouveaux magistrats. C'est la même justice existante qui va juger, j'ai failli dire les vivants et les morts, qui va juger les malfaiteurs, ainsi de suite. Donc, les institutions, quand on dit que les institutions légalement établies vont rester. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas, aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui viendra convoquer le dialogue. Le dialogue ne peut s'appuyer que sur les institutions établies, que sur la constitution actuelle. C'est tout à fait normal. S'il faudra amender d'autres choses, mais ça viendra un peu plus tard. Donc, nous devons nous retrouver. Il faudra encore savoir qui fera partie des délégués à ce dialogue. Ça, c'est des choses préalables. On va définir et puis on se mettra d'accord, ça va avancer. Alors, Félix Tshisekedi demande, parce que comme vous le dites, c'est lui l'initiateur du dialogue. Absolument. Puisque c'est lui l'autorité établie par le peuple, bien évidemment. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Une question très épineuse. Comment est-ce que le président Félix Tshisekedi souhaite dialoguer entre seulement les Congolais, mais il ne veut pas ceux qui ont, comme on dit, bon, comme vous dites, il y a des pourparlers, bien évidemment, mais il y a déjà l'intention de faire écarter, par exemple, Corneille Nangaa. Il ne l'a pas dit, il n'a jamais cité quelqu'un. Oui, les gens, on va dire visiblement, parce qu'on dit l'opposition non armée. Quand on parle de l'opposition non armée, on voit ceux qui ont, par exemple, ceux qui sont de l'autre côté, il y a l'AFC M23, ici on parle de Corneille Nangaa, ainsi de suite, M23, mais si Félix Tshisekedi refuserait de dialoguer avec eux ici à Kinshasa ou en interne, mais pourquoi alors il va dialoguer avec eux à Doha? Non, mais le problème, je crois que les choses sont suffisamment claires. Donc, il faut savoir lire les signes des temps. Si le président dialogue avec eux, je crois qu'il y avait certaines conditionnalités avant de passer au dialogue. Il était d'abord question d'avoir une vue claire. Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qui se passait à l'Est. La situation de l'Est était confuse. Le président a voulu, dans un premier temps, clarifier les choses. Parce que vous ne pouvez pas aller négocier avec des gens. Permettez, je dis ça, il le faisait pour les autres. Pas le président de la République, ça tout le monde le dit. Le président est la personne la mieux informée. Qui vous a dit que l'AFC M23 c'est Kabila? C'est le président. Les gens n'ont pas compris. On lui a donné raison longtemps après. Ça signifie que la situation de l'Est, il fallait la clarifier. Qui nous fait la guerre? Parce qu'il y a des gens qui se sont cachés derrière l'AFC M23, derrière Corneille Nangaa. Le président de la République a dit que le combat que nous avons ici, ce n'est pas contre Corneille Nangaa. Il y a le Rwanda qui est caché derrière ces gens-là. Il faut d'abord commencer par traiter avec leur véritable maître. Il a dit, voilà pourquoi il a insisté d'abord de parler à Paul Kagame. Parce que les autres, comme on a coutume de dire, ce sont des pantins, ce sont ceci, cela, les choses sont clairement établies. Dès lors que Kagame a signé les accords, on a vu que ceux qui étaient à Uvira, quand lui a donné l'ordre de quitter, ils ont quitté. Donc c'est pour dire que le véritable commanditaire de la guerre de l'Est, c'était Paul Kagame. Il fallait que les choses soient claires. Paul Kagame, pour se masquer, a voulu utiliser quelques Congolais qui se sont présentés, qui sont sortis au grand jour, alors que le véritable commanditaire... Donc maintenant, là, les choses sont trop claires pour tous les Congolais. Donc quand nous irons au dialogue, on sait qui faisait la guerre. On le connaît. On l'a déjà affaibli. Pas la diplomatie, on l'a suffisamment affaibli. Maintenant, les choses étant suffisamment claires, les dispositions sécuritaires ayant été suffisamment clarifiées et prises, les mécanismes mis en place pour que cette guerre-là s'arrête, c'est important. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est quoi? C'est que le dialogue en lui-même ne mettra pas fin à la guerre. On a eu beaucoup... Ah, ça? Non, je dis bien le dialogue en lui-même. Il y a eu Santiti. Après Santiti, ça n'a pas empêché que d'autres Congolais prennent les armes, continuent à tuer. Il y a eu pourtant un dialogue. On pensait qu'à l'issue de ce dialogue, et on l'a suffisamment écrit dans des textes en disant que maintenant là, c'est fini, il n'y aura pas de... Mais d'autres se sont levés pour faire la guerre. Donc, il fallait complètement
couper toutes les racines qui peuvent, les germes des guerres futures, il fallait couper ça, de sorte que les choses soient maintenant claires. Maintenant, on peut se parler entre nous. Donc, c'est ça qui est fondamental. Les gens se sont suffisamment cachés pour des raisons économiques. Ils se sont suffisamment enrichis sur le dos de la République démocratique du Congo. Mais ce que le président de la République veut, c'est quoi? C'est une paix et une paix durable. S'il faut parler entre Congolais, on peut parler à tout moment. Mais on ne voudrait pas aller aujourd'hui au dialogue pour que les bruits de bottes reprennent demain. Ça, donc, il fallait régler tout ce qui est contexte, tout ce qui est contour qui provoque régulièrement des guerres, qu'on puisse mettre fin à tous ces prétextes. Mais vous venez de dire quelque chose là qui est très important avant d'amorcer l'atterrissage. Mais vous dites que le dialogue à lui-même ne pourra pas finir la guerre. Mais le dialogue, les gens vont parler ici, mais si les autres, le Rwanda veut continuer à alimenter la guerre, il va le faire. C'est pourquoi j'ai dit que le premier germe de la guerre, c'était d'abord il fallait arrêter les prétextes de Kagame pour continuer à nous faire la guerre. Parce que, je te donne un exemple. En 2015, 16, 17, il y a eu les accords de la Saint-Sylvestre. Est-ce que ça empêchait à l'autre d'aller faire la guerre? Celui qui a proclamé le président Félix Tshisekedi ici, il est rentré faire la guerre. Pourquoi? Parce que la racine, la source des guerres était encore là. Maintenant qu'on l'a affaibli, même les autres, si on les appelle, ils n'auront pas suffisamment de ressources pour aller continuer à faire la guerre. Donc, il fallait arrêter définitivement l'origine, la source, la racine de tous les maux de l'Est. Une fois qu'on l'aura coupé, le reste, ce sera facile, même si on dialogue avec eux. Le dialogue a toujours été permanent, il n'y a pas de souci. Donc, il fallait d'abord arrêter ce prétexte pour que demain, la guerre ne puisse plus ressurgir à l'issue d'un dialogue. Justement, messieurs Alain Moukouna Mouimbi, j'aimerais quand même qu'on puisse clôturer avec toujours le même sujet qu'on reste sur le dialogue. Maintenant, atterrissons ici. Aujourd'hui, quel est le visage de la République, quel est le visage que la République démocratique du Congo présente ou que la place que la RDC occupe dans la scène internationale? Et aujourd'hui, quelle est aussi la place que le Rwanda est en train d'occuper avec ce que vous présentez comme éloge, c'est-à-dire comme avancée, comme travail, comme prouesse que le chef de l'État vient de faire? Vous présentez les deux tableaux-là, c'est par là qu'on va chuter. On pourra chuter par là, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il faudra-t-il encore, je commente, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez sur la scène internationale, il n'y a plus de réunions qui se tiennent où la RDC n'est pas représentée. Donc, la RDC comme une puissance, comme le moteur de développement de l'Afrique, la locomotive de l'Afrique, la RDC a déjà relevé sa tête. La RDC est de tous les rendez-vous. Ça, c'est établi même dans la prière, là-bas où la RDC était ignorée. La RDC a été représentée au plus haut niveau. Que ce soit dans les assemblées générales des Nations Unies de l'Afrique. Actuellement, d'ailleurs, le président est à Addis Abeba, à la 39e conférence de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Le président est là-bas. Je ne pense pas que le Rwanda soit... Le Rwanda a peut-être encore fui, je ne sais pas, je vais vérifier les infos. C'est pour dire que la RDC est en train de récupérer sa place de choix parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Et ça, il faut que tous les Congolais le comprennent. Vous savez, c'est comme les enfants d'un roi, on les appelle des princes. Ils ne doivent pas se comporter comme n'importe qui. Voilà l'invitation que je lance à tous les Congolais. Nous devons comprendre que nous avons un pays puissant, nous avons un pays plein de richesses, à tout point de vue. À tout point de vue. Il faudra que tous les Congolais comprennent que nous sommes des princes et notre comportement doit être différent. Comportement de tous les jours. Pas des gens qui vont jeter les immondices dans les caniveaux. Il faut qu'on change. Oui, le comportement des détourneurs, des voleurs, des deniers publics. Ça, c'est un comportement qu'un prince ne peut pas avoir. Donc, les Congolais doivent avoir cette vision de la grandeur. Nous sommes le moteur de développement de l'Afrique et du monde. Très bien. Tout le monde est en train de courtiser la République démocratique. À toutes les réunions. C'est comme ça que la RDC a récupéré sa place de choix, qui est la droite du père, comme je l'ai dit. Donc, si on doit regarder l'échelle internationale comme la droite, nous sommes vraiment un moteur de développement. Très bien. Alors, le Rwanda occupe aussi sa place. Oui. C'est quelle place? C'est la vendeur d'un pays producteur du thé. Quelle est sa place? C'est la place d'un pays des cultivateurs, des éleveurs. C'est ça sa place. Qu'il vit au détriment de notre pays. Absolument. On l'a arraché tous les fromages là. Mais vous vous souviendrez, il y a eu encore un autre sommet
sur les pays producteurs des minerais critiques. Est-ce que le Rwanda était là? Alors que hier, ils étaient là. Mais quand il y a eu ce sommet-là, ils n'étaient pas présents. Parfois, ils représentaient, prenaient même la place du Rwanda et la place de l'RDC. Non, mais c'est ce que je vous ai dit hier. Nous avions déjà sous-traité notre représentation dans les institutions internationales. Le sommet là sur les minerais critiques, sur les minerais stratégiques, le Rwanda n'y était pas là parce que le Rwanda est producteur des vaches, producteur du thé. Là, on parlait des minerais stratégiques, des minerais critiques, des terres rares. Mais le Rwanda ne pouvait... Il n'avait pas... C'est comme on dit que ça, c'est un dialogue des Congolais. Mais un Rwandais viendra faire quoi là-bas? Donc là, c'était des sommets qui ne concernaient que les pays producteurs des minerais stratégiques. Donc c'est comme ça que j'ai dit que le Rwanda a sa place d'un pays producteur de thé, des éleveurs de vaches. Mais le Congo est parmi les pays producteurs des minerais stratégiques, des terres rares, ainsi de suite, des minerais critiques, de tout ce qui donne la puissance et la valeur. C'est ça, mon invitation de ce jour, c'est appeler le peuple congolais à occuper sa place. Exactement. Véritablement, savoir ce que nous sommes. Ne pas savoir ce que nous sommes, c'est ce qui fait que les gens sont accroupis, ils sont à genoux. Le Congolais est appelé à avoir la tête haute, à vivre comme un prince. Dans toutes les dimensions surtout. Dans toutes les dimensions. Mais je le dis, nous quand nous allons dans des conférences, l'autre fois on en a parlé, on n'a pas voulu faire trop de bruit. Nous sommes partis là sur formation. Mais tu connais les pourcentages des Congolais à Marrakech, toi tu le sais. Même si on ne le dit pas tout haut sur le plateau, tu as vu mon diplôme. Oui. Mais alors, donc, les Congolais sont appelés à être en haut. Pour dire à l'un, tu seras la tête et non la queue. La place du Congo, ce n'est pas la queue. La place du Congo, c'est un pays solution, comme on le dit. Solution sur le plan environnemental, sur le plan tout. Climatique, je ne sais pas qu'est-ce que... Il faut toute une émission pour parler de la place du Congo, une place de choix, une place de leader. La première place, c'est ça la place du Congo. Donc si les États-Unis sont considérés comme une puissance à l'échelle mondiale, le Congo doit l'être aussi. Le Congo doit être compté parmi les top 10 des puissances du monde. Très bien. Et ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre que c'est ça notre chose. Et nous allons nous comporter, agir conséquemment. Très bien. Et ce que je salue, c'est que le président aujourd'hui s'appuie sur l'éducation, il s'appuie sur la formation. Il est en train de construire des universités afin que les Congolais soient compétitifs demain. Exactement. Ce n'est pas des universités pour aller jouer au Nzango, c'est pour qu'on puisse former des têtes bien faites afin que le Congo occupe sa place de choix, sa place de prince. Comme vous le dites, ça doit faire l'objet d'une émission tout entière et élaborée parce que c'est une matière aussi, on va dire, très technique et aussi abondante. On y reviendra, monsieur Alain Mukuna. Mais pour aujourd'hui, ça n'est fini. Merci pour votre passage à la Tribune du Savoir. Je crois que vous aurez juste un petit mot de 15 secondes pour clôturer. C'est vous, justement, qui allez clôturer. Mais le mot de je l'ai déjà suffisamment dit, que le Congolais soit conscient de sa place de choix dans le concert des nations. Et puis inviter les députés. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 44e anniversaire de l'UDPS. On sait qu'à l'origine de la naissance de l'UDPS, il y a eu les 13 parlementaires qui ont voulu faire leur travail avec pleine conscience. J'invite les députés d'aujourd'hui à se départir de ces manœuvres-là de rançonner, d'avoir un peu de l'argent auprès de tel ou tel autre, de faire correctement leur travail afin que le Congo puisse émerger. C'est ce qu'on attend de produire des lois, faire le contrôle parlementaire et un contrôle sérieux, pas de complaisance. Nous sommes partis de sa mission à Bruxelles et partout ailleurs. On a parlé de Thanksgiving Prayers, de la place qu'occupe la République démocratique du Congo. Et enfin, nous avons chuté par ce dialogue inter-congolais, etc. et tout ce qui va avec. On a abordé ces sujets importants avec monsieur Alain Mukuna Mwembi, qui est membre de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique du dit parti. Merci pour votre passage. Merci. Et là, j'en profite pour terminer vraiment, souhaiter au président de la République, souhaiter au secrétaire général Augustin Kabouya et président ad intérim de l'UDPS, à tous les combattants de l'UDPS, un heureux 44e anniversaire de l'UDPS. Très bien, merci beaucoup. Allez, moi j'avais dédié cette émission au DG Patrick Matalani. Voilà, il a vraiment suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Et honorable Francisca Gondoa. Merci à vous tous, merci à mes frères et mes sœurs, merci à mon frère Mathieu Bokota qui aussi a soutenu cette émission. J'aimerais vous présenter l'équipe de
de la réalisation de cette émission. Framal Malembi a assuré le cadrage et Arnaud Osingama était à la régie finale. On va citer aussi Serge Mampandou qui d'ailleurs tout à l'heure, je l'annonce, prendra le relais ou prendra l'antenne pour vous faire vivre les moments d'ébullition, déjà ce qui se passe au niveau de Boma, etc. Et il va vous accompagner jusqu'à la fin de la campagne d'évangélisation que vous allez suivre tout à l'heure. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. On se retrouve demain lundi à 9h. Je serai là, on va continuer avec notre sujet avec le pasteur Jean-Pierre Élu. Allez, quant à moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Au revoir fidèles téléspectateurs.